Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur MB Débat. MB Débat, c'est une émission qui décrypte les actualités, simplement pour éclairer vos lanternes sur des questions politiques, tout ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, sur MB Débat, nous allons parler de 4 sujets, à savoir la proposition de loi sur la congolité, proposée par Noël Tchani, et ensuite la proposition de réforme électorale de loi Lutundula, ensuite le non-respect de la Constitution par le membre du gouvernement, et en troisième position, ce sera la troisième vague de la Covid-19. Et je ne suis pas seule, je suis avec Maître Jean-Louis Massimonga, secrétaire général du mouvement des Patriotes pour l'Action sociale africaine. Bonjour maître. Bonjour madame, merci beaucoup. J'ai toujours été heureux lorsque je suis invité de répondre à l'invitation de venir débattre et communiquer avec le peuple congolais via cette chaîne qui fait la fierté aujourd'hui. Comme vous l'aviez dit, je suis secrétaire général du mouvement des Patriotes pour l'Action sociale africaine, passe en sigle, qui est présidé par maître Dodo Lutombo Isanda, et j'en profite pour lui présenter mes vives salutations. D'accord, vous êtes avec madame, vous êtes en face de madame Myriam Balanga qui est analyste maison. Bonjour madame. Bonjour Marlène Yaoté. Vous allez bien? Très bien. D'accord, ça se voit. Et ensuite, il y a Bille Grasse, journaliste, analyste politique. Bonjour. Bonjour Madame Marlène Yaoté. Ben voilà, ce sont là mes 3 invités avec qui nous allons débattre sur les 4 sujets dont je venais de vous les citer. Nous allons parler de la proposition de loi sur la congolité. D'abord, je vais commencer. Êtes-vous congolais, maître? Madame, avant de répondre à votre question, acceptez que je puisse d'abord saluer les autres intervenants avec qui je suis sur ce plateau. Et je pense que nous allons passer un très bon moment. Avant d'y arriver, j'aimerais d'abord, parce que vous savez, nous sommes dans une situation d'état de siège, et il faudrait que toutes les sensibilités, quelles que soient nos appartenances politiques et clivages régionales, nous devons être solidaires et être en compassion avec les gens de l'Est. Mais j'aimerais en profiter pour lancer ou prodiguer un petit conseil. Nous savons que l'état de siège, c'est la situation ou bien la décision ultime qui a été prise par le président de la République dans le sens de mettre fin à l'abattoir armé qui a sévi l'est du pays. Mais en même temps, nous disons au gouverneur du Nord Kivu, qui est un militaire, il n'a pas été envoyé là-bas pour être un distributeur de dons par rapport à la catastrophe naturelle. S'il vous plaît, maître. On aimerait bien le voir sur les champs de bataille. D'accord. Nous allons en parler, Je crois que ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. Je vous ai d'abord posé une question, si vous êtes congolais ou vous ne l'êtes pas. Madame, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a ce thermomètre-là de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et je crois, en me voyant, je ne dirais pas comme les autres, nous avions suivi dans des réseaux sociaux, dire que si vous voyez la tête de tel, ça définit qu'il soit congolais ou pas. Je crois pour nos téléspectateurs, je suis des pères et des mères congolais et des arrière et arrière-grands-pères, parce qu'il y a d'autres Congolais qui se disent qu'ils sont Congolais des pères et des mères. Mais lorsque nous allons dans la généalogie, vous retrouverez que leurs arrière-grands-pères étaient peut-être polonais, tanzaniens ou bien israéliens. Donc justement, ça reste à vérifier de toutes les façons, Madame Myriam. Congolaise ou pas? Oui, quand vous me regardez, donc je suis congolaise, 100% pure, donc comme on dit pur sang. Je suis congolaise de père et de mère, même comme le dit maître, même des arrière-grands-parents. En tout cas, nous sommes congolais, mais alors en parlant de la congolité, il faut savoir aussi, si on regarde bien par rapport à l'ethnie bantou, ça veut dire qu'il y a eu un moment, même avant nos arrière-grands-parents, avant nos grands-parents, il y a eu quand même de déplacement démographique des populations, au fait, qui aujourd'hui, par exemple, vous allez retrouver de ces ethnies qui sont en République démocratique du Congo et se retrouvent même au Cameroun. Il y a de ces ethnies qui sont en République démocratique du Congo, ces langues qui se parlent ici en RDC, qui se parlent aussi, par exemple, en RCA. Vous voyez, il y a quand même une langue qu'on appelle le Sango, en RCA. Quand vous entendez ces gens parler, c'est comme le Ngwanzi. C'est un peu comme le Ngwanzi, exactement. Donc, on va se dire Congolais, on est Congolais, oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis originaire de la RDC. Ouais, d'accord, merci beaucoup pour cette réponse, en tout cas. Grâce Billet. Effectivement. En voyant ta tête, en tout cas, on se dirait que tu n'es pas congolais. Hein. Oui, bon,
La question, ce n'est pas d'être congolais ou pas. Moi, je trouve que la question de la congolité, ce n'est pas question de tête comme Maître l'avait dit, ce n'est pas une question de tête, parce que moi, je me suis retrouvé dans d'autres pays, on me considérait comme quelqu'un de ces pays-là. Je me suis retrouvé au Gabon, je ressemblais au Gabonais. Donc, quand on chassait les Congolais à Brazzaville, moi je passais avec les militaires comme ça, on me voyait Brazzavillois. Donc, ce n'est pas vraiment question d'être, je peux dire que je suis Congolais, parce que je me sens de la RDC. Ce n'est pas moi qui a voulu avoir, si j'ai d'autres nationalités, ce n'est pas moi, mais moi, mes identités, ma carte de naissance, tout. C'est de la RDC. Ça ne suffit pas. De toutes les façons, on doit procéder à des enquêtes approfondies, voilà, pour pouvoir savoir un peu plus sur vous. Mais voilà, je ne sais pas si on doit revenir à la zarianisation, en fait, par rapport à la congolité. Quand on parle de la congolité, est-ce que ça trait avec la zarianisation ou une petite différence? Bon, il est vrai, depuis un temps, c'est une question qui a créé une polémique dans les médias publics et dans plusieurs espaces. Mais je crois aujourd'hui la question de la nationalité ou bien de la congolité, comme veulent appeler certaines personnes, nous devons d'abord mettre l'accent sur les fondements juridiques. Okay. Lorsque vous prenez la constitution de notre pays, à son article 10, c'est l'article qui parle de la notion de la nationalité. Il est vrai, vous aviez parlé aussi de la notion de la zaïrianisation, qui a été mise en place à l'époque par le maréchal Mobutu, président de la République. Oui. C'était plus à vocation des entreprises publiques. Il y avait des entreprises qui étaient gérées par les étrangers et Mobutu, en amenant la zaïrianisation, il a estimé qu'il fallait confier la gestion de ces entreprises-là entre les mains des nationaux. Mais ce que nous regrettons aussi aujourd'hui, parce que ça nous a mis aussi dans une situation inacceptable de nos entreprises publiques. Maintenant, revenons à ce qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. J'ai déjà y a donné ma position par rapport à la question. Lorsqu'un problème est mal posé, il ne faut jamais s'attendre à une réponse positive. La question qui a été soulevée par Noël Tchani, parce qu'il s'agit de lui, il y a des gens qui pensent que c'est une proposition de loi, mais moi je dis que c'est une réflexion scientifique. Nous savons, pour obtenir une loi, il y a une procédure. Et qui a compétence de légiférer, qui a compétence de proposer la loi ou bien de présenter un projet de loi. Mais pour ce qui concerne Tchani, c'est un débat qu'il a amené sur l'espace public et qui a créé plusieurs désastres psychologiques. Pourquoi je dis désastre psychologique? Il y a une catégorie de personnes qui se sentent lésées par cette question-là. Il est vrai, il n'a rien inventé. Dans les différents textes, que ce soit dans la loi organique qui parle de la nationalité congolaise, mode d'accession et la perte de la nationalité, on estime qu'il y a certaines fonctions, certains postes de responsabilité qu'on ne peut pas accéder tant qu'on n'est pas de pères et de mères congolais. Mais nous savons, nous sommes dans un contexte aujourd'hui de la mondialisation, où les choses ont évolué. Il y a certains pays qui sont régis par les droits du sol, et il y a d'autres pays qui sont régis par les droits du sang. Le fait seulement d'appartenir à ce territoire-là, ou bien lorsque vous mettez au monde votre enfant, et qu'il est né sur un territoire X, automatiquement, il devient membre de ce territoire-là. C'est le cas pour les États-Unis, c'est le cas pour plusieurs pays de l'Europe. Lorsque seulement vous mettez au monde dans ces pays-là, automatiquement cet enfant-là a cette nationalité-là. Et il y a d'autres qui estiment que non, il faudrait que dans vous, on retrouve un peu le lien du sang pour qu'on soit réellement un membre de tel pays ou bien un national ou bien des nationaux de tel pays. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y avait opportunité de soulever cette question-là politiquement? Est-ce que la procédure aussi a été... C'est sur base de quoi il a fondé cette réflexion scientifique, comme vous l'avez appelé. Mais ce qui s'avère que c'est une réflexion scientifique qui est quand même aussi fondée. Non, je l'ai bien dit, c'est que c'est une question cruciale aujourd'hui qu'on ne devrait pas aborder avec plus de légèreté. Mais nous avions eu à fustiger le non-respect de la procédure par Tchani ainsi que l'opportunité de la question. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'un climat politique qui n'a pas encore vraiment des assises solides et qu'il fallait consolider la question de la paix en République démocratique du Congo pour éviter à ce qu'il y ait des frustrations. Alors pensez-vous qu'il Première question que j'ai eu à poser aux gens.
Lorsque vous avez quelqu'un qui s'appelle qu'il est Congolais de père et de mère, mais qui est à la base de la destruction du pays, et que vous avez quelqu'un qui est de père seulement ou bien de mère congolaise, qui contribue à l'émergence du pays, qui doit mériter la considération du peuple congolais. Dans ce pays, on a connu un certain Mamadou Ndala, des pères sénégalais, mais des mères congolaises, qui a accepté d'aller perdre sa vie au front du pays. Alors qu'il y a plusieurs rapports des Nations Unies, certains rapports aussi internes de notre pays, qui attestent qu'il y a des généraux dans ce pays, il y a des officiers dans ce pays qui sont complices des massacres qui se passent à l'Est. Entre un Mamadou Ndala qui se sacrifie pour le pays, mais qui n'est pas de père congolais, et quelqu'un qui se dit qu'il est de père et de mère congolais, mais qui est à la base du détournement du denier public, la nation devrait avoir la considération acquise. Donc nous disons, la question aujourd'hui n'est pas opportune et que nous devons nous dépasser, plus privilégier l'esprit de la patrie, le patriotisme et travailler réellement pour le bien-être. Et heureusement, je l'avais déjà dit, et le président de la République a répondu que ce sont les gens qui sont nés de père et de mère qui nous ont mis aujourd'hui dans cette situation. Et si mon frère Tchani estime qu'il faut être seulement de père et de mère, j'ai à le dire, qu'il faut remonter aussi. Si votre père est congolais, votre mère est congolaise, mais votre grand-père n'est pas congolais, est-ce qu'on retrouve encore les 100% congolais dans votre sang? Nous disons non. Madame Myriam l'a dit, merci que nous beaucoup, devons aborder avec plus de prudence. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de division, nous avons besoin de consolider la paix et qu'il faut éviter, lorsque nous sommes à la veille des élections, de susciter des sujets qui vont créer des frustrations. Nous savons que Tchani a été dans ce pays depuis 2018 et avant 2018. Pourquoi il n'avait pas soulevé cette question-là au début de la mandature? Ça me ramène à poser une autre question. Merci, avant 2023, oui, Madame Myriam déjà balisé cette question-là. Ça me permet de poser une deuxième question. Est-ce qu'il y a une main noire derrière Noël Tchani? Ben, écoutez, Marlène, une main noire, je ne sais pas, mais il faut voir la motivation, au fait. Je rejoins Maître Massivango. À quelques mois, parce qu'on ne va plus parler, ce n'est plus question d'années, à quelques mois des élections, aujourd'hui, on voit M. Noël Tchani se ramener avec cette proposition, ou bien avec cette réflexion-là pour parler de la congolité sur la question de la magistrature suprême. En tout cas, je pense qu'à ce niveau, est-ce qu'il y a une main noire ou il n'y en a pas? On n'est pas là, on ne peut pas savoir qui est derrière, qui est en train de pousser M. Tchani à le faire. Mais moi, je crois que si c'est question de vouloir écarter certaines personnes ou bien certaines têtes... Des candidats potentiels, par exemple. Oui, parce qu'on va se le dire, en 2023, il y aura quand même des gens, au fait, qui ont été même des alliés du président Tshisekedi, hein. Alors, en 2023, qui vont aussi postuler pour la magistrature suprême. Alors, moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est important pour la RDC. Est-ce que nous devons nous atteler à ce point-là de savoir qui est congolais de père ou qui ne l'est pas? Alors, qu'est-ce qui est important pour la RDC, Ce qui est important, madame, aujourd'hui, le Congo a besoin de gens qui vont penser à l'émergence de ces pays. Le pays a longuement souffert. Depuis aujourd'hui, à quelques jours de la commémoration de l'indépendance de notre pays, on doit quand même aujourd'hui s'asseoir pour essayer de réfléchir après que nous ayons cherché l'indépendance auprès des colons. Où en est la RDC aujourd'hui? Je crois qu'à ce niveau, nous devons penser au fait à chercher l'émergence de ces pays, à chercher quand même à redorer l'image du Congolais, à chercher quand même ceux-là qui auront, que ce soit que vous soyez Congolais pur sang, que vous ayez de nationalité douteuse, mais vous appartenez à la nation congolaise. Nous voulons qu'il y ait des gens qui vont penser aux Congolais. Le Congolais a longuement souffert. Le Congolais est un peuple qui a été meurtri pendant des années. On pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, on va chercher aujourd'hui à ce que le Congo puisse entrer dans
nouveau train. Ça veut dire que à partir du président Tshisekedi jusqu'à ceux-là qui vont venir après Tshisekedi, nous voulons voir des gens patriotes. En fait, des gens qui vont penser d'abord aux Congolais par rapport à leur propre poche, par rapport à leur propre famille. Alors si on doit rester là en train de parler sur qui est Congolais, qui ne l'est pas, en tout cas moi je pense que c'est biaisé. En tout cas, à mon avis, j'ai vu sur des réseaux sociaux des gens en train de parler par rapport à sécuriser les avoirs ou bien à sécuriser l'intégrité territoriale. Maître vient de le dire ici, on a vu le Congolais qui se réclame être natif en train de piller ce pays. Aujourd'hui, si nous sommes à ce niveau où on en est, aujourd'hui même si on peut parler de, permettez-moi de le dire, du président du sénateur à vie, Joseph Kabila, aujourd'hui même s'il y a des langues qui se disent qu'il n'est pas congolais, mais Kabila a été entouré de Congolais. Kabila a été entouré de gens qui sont natifs, au fait, qui ont la patrie, hein, comme mère. Vous affirmez que Kabila n'est pas congolais, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça, madame. J'ai dit le commun des mortels. Aujourd'hui, les gens, tout le monde s'est crié que Kabila n'est pas congolais, même si on va dans cette optique que M. Kabila n'était pas congolais. Alors, il s'est entouré de qui? Il s'est entouré des gens qui se réclament être congolais. Mais qu'est-ce qu'on a vu par rapport à la gestion de la RDC? Donc, alors, dans ces cas, ce qui doit primer, c'est l'intérêt du peuple congolais. C'est l'intérêt de la nation. Alors, M. Grace Mbié, Obama n'était pas américain, mais moi, il a eu à diriger les États-Unis. Madame Marlène Yaoté, avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rendre un petit hommage à notre confrère qui est menacé, Israël Mutombo, par le politique, parce que il fait juste son travail. On est de cœur avec vous. Sur la question de la congolité, Madame Marlène Yaoté, vous devez savoir qu'à un moment, il faut que les gens deviennent sérieux dans ces pays. Moi, je dis, les problèmes de ces pays, ce sont les intellectuels. C'est ça le problème de la RDC. Vous dites que les Congolais ne sont pas sérieux, c'est ça? Le problème de ces pays, c'est les intellectuels. Vous écoutez messieurs Noël Tiani qui vous explique les études. Quand il commence à faire la présentation de ses diplômes, vous disiez il est en train de chanter ou comment, c'est un poème. Mais monsieur Noël Tiani revient pour commencer à parler de la congolité. Écoutez madame, monsieur Noël Tiani d'abord ce qu'il cherche c'est de baiser. Pour comprendre ce que M. Noël Tiani cherchait, il faut voir sa réaction. Après la réaction, le vérité qui était sorti de la bouche de M. Claude Mouyambo. Et tu vas voir comment est-ce que Noël Tiani a réagi devant un confrère. C'était la honte. Quand on parle de sa nationalité, qu'il est américain, ça cause un problème. Qui est américain? Noël Tiani. Non, mais vous nous informez là. Mais pourquoi il n'a pas voulu répondre à cela devant un confrère? S'il n'est pas américain, s'il est congolais, il a des deux. Mais dis-moi comment ces enfants peuvent avoir des nationalités comme américaines? L'enfant qui est né en RDC a des nationalités américaines. Non, est-ce que vous avez de preuves, vous? Parce que là, mais pourquoi il n'a pas voulu répondre à ça? Il s'est fâché. Pourquoi il n'a pas voulu répondre à ça? Quand on a dit qu'il a appelé Moïse Katumbi, Moïse Katumbi a refusé de le rencontrer, il a créé des problèmes. Je reviens sur les propos de maître qui a dit que c'est juste une réflexion. Non, maître, c'est déjà une proposition de loi parce qu'il a ramené sa proposition, sa réflexion, comme vous le dites, chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Oui. Il est venu pour aller proposer sa loi. Il cherche maintenant qui doit porter cette loi-là au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça le problème. Maintenant, il y avait des gens qui étaient d'accord, il y a des députés qui étaient d'accord pour porter cette loi, mais après la pression... Non, mais de toutes les façons, c'est tous les Congolais qui sont derrière lui. Non, il n'y a pas tous les Congolais. Non, mais justement, quand je parle de tous les Congolais, je vois le peuple. Quel peuple? Moi, je fais partie du peuple. Mais de toutes les façons, nous allons faire... Je ne soutiens pas la loi. Moi, je représente le peuple en tout cas. Moi, je représente le peuple congolais. Je représente la masse d'ailleurs. Parce que moi, je n'accepterai jamais une loi comme ça. Écoutez, madame, vous allez remarquer que dans ce pays, il n'y a jamais eu un premier ministre étranger. On peut parler de Mouzito qui est congolais de père et de mère. Vous voyez ce qu'il a fait. Même dans son propre village, dans sa propre province, là où il dit que moi je suis congolais, le province de Bandundu. Où en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à Bandundu là-bas? Il n'y a rien. Vous parlez de Gentini Ngobila qui est congolais, mais allez voir Yumbi.
Vous allez parler de qui encore qui est congolais? Allez voir Yumbi, on parle aujourd'hui de Kinshasa. Alors, regardez Kinshasa, la gestion de la capitale. Vous parlez d'André Kimbuta. Non, mais prenons le Premier ministre Matata Ponyo. Il a quand même mis à ranger son congolais de père et de mère. Province. Mais ce qu'il a fait là-bas, c'est pour lui ou c'est pour les Congolais? C'est pour les Congolais. Une université, c'est pas pour lui quand même. Gestion. Ah, tu es déjà parti étudier là-bas. Tu sais combien il paye? Pas encore. Tu sais combien il paye? Dites-moi alors. Tu sais combien? Madame, il faut aller comprendre que M. Kabila a fait 18 ans en RDC. L'honorable M. Kabila a fait 18 ans en RDC. Il a travaillé qu'avec les Congolais. Et aujourd'hui, ce pays est par terre avec les Congolais des pères et des mères. On ne dit pas que les Congolais des pères et des mères sont méchants. Vous estimez que cette proposition, cette réflexion, comme vous l'appelez scientifique, ne doit pas être... Non, ce n'est même pas scientifique. Ce n'est même pas scientifique. Ce sont des propositions que tu dors, tu réfléchis, je vais faire pire. Je vais rendre des gens mal à l'aise ou chercher aussi mon nom soit monté. Non, non, c'est pas une réflexion scientifique. En fait, aujourd'hui, chacun est en train de chercher à se positionner. Mais s'il fallait chercher à se positionner, M. Tchani, il est congolais des pères et des mères, comme il est dit, qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays après toutes ces années qu'il a travaillé à l'extérieur de la RDC? Non, mais il a commencé à amorcer déjà, avec ses moyens, maintenant les choses pour dire que maintenant les Congolais doivent prendre le pouvoir. Dans ces pays, je t'ai dit, vous connaissez M. Abedachou? Il est congolais de père et de mère? Non. Mais vous savez, il a engagé combien de Congolais de père et de mère qui travaillent dans leur société? Vous voyez M. Katumbi, hein? Quand vous voyez MCK, vous savez il y a combien de Congolais qui travaillent là-bas? Mais madame, soyons sérieux. Vous voyez Kingakati qu'on acquise M. Kabila qui n'est pas congolais. Mais vous voyez Kingakati là-bas, il y a des familles qui sont logées là-bas à Kingakati, qui travaillent là-bas à Kingakati. Mais il reste encore beaucoup de Congolais qui sont dans le chômage. Il y a Mamadou Ndale qui est mort des nationalités douteuses. Okay. On dit qu'il n'est pas congolais de père et de mère. Mais regardez le travail qu'il a abattu. Madame, il faut à un moment les scientifiques. Hein? Excusez-moi les scientifiques maîtres, mais à un moment, le scientifique, vous devez arrêter avec vos aventures. Si le Congo est comme ça, c'est à cause des scientifiques. De professeurs des universités qui sont arrivés chez Kabila et ils ont tourné le dos au peuple, ils ont tourné le dos aux livres, ils ont commencé à chanter les dialogues. D'accord, merci beaucoup. Alors, deuxième sujet, la proposition de réforme électorale, c'est par rapport à la loi Lutundula. Il a proposé 15 mesures d'ajustement. Parmi lesquelles une personne qui a été 5 ans auparavant membre d'un parti politique ne puisse être nommée à la CENI. Donc, le président de la CENI doit être une personnalité consensuelle sous proposition de la société civile et acceptée par toutes les composantes, surtout qu'il s'agit d'un rôle déterminant aussi bien. Oui, madame. Avant qu'on y arrive, j'aimerais placer un petit mot par rapport à ce qui venait d'être dit ici par les autres intervenants. Il faudrait que les gens quittent dans la distraction dans laquelle voulait nous plonger Tchani. Voilà. Pourquoi j'ai dit c'est une distraction? Aujourd'hui, on a tendance à croire que la seule condition pour accéder à la magistrature suprême, c'est la question de la nationalité, être des pères et des mères congolais. Mais il y a d'autres critères plus fondamentaux qui ont plus d'exigences pour qu'on soit président de la République. Pourquoi Noël Tchani ne pouvait pas ajouter dans son rêve de grandeur mentale qu'on ne peut pas aussi devenir président de la République lorsque vous avez une question de moralité qui blesse la conscience collective. Et lui-même en fait partie et il est un exemple. Vous aviez suivi une dame passer à la télévision. Elle est vivante et elle a même accepté d'aller répondre à une quelconque invitation pour prouver que ce qu'elle venait de dire est vrai. Vous avez quelqu'un qui a déjà acquis une nationalité américaine, mais qui veut parler des problèmes congolais comme si lui-même ne faisait pas partie d'une autre nationalité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comment on peut devenir président de la République lorsque, du point de vue familial, on est un désordonné total? Et vous-même, vous aviez suivi cette dame-là. Comment on peut devenir président de la République lorsque votre parcours universitaire ou bien votre cursus est douté? Vous n'avez pas de collègues, on ne connaît pas, vous aviez été dans quelle institution? Et lui n'a même pas fait allusion à ça. C'est pour vous dire qu'il voulait donc il y a beaucoup de critères dans une distraction et qu'aujourd'hui le Congo n'est pas disponible ou bien disposé à cette distraction-là. Nous encourageons le président de la République d'effectuer son mandat qui a commencé en 2018 et qui prendra fin en 2023. Le 30 décembre, il faudrait qu'il y ait des élections dans ce pays et après évaluation de ce qui a été fait par le président de la République. Des élections j'en reviens maintenant, madame. Oui. J'en reviens. Et vous avez raison de parler des élections crédibles. Voilà la nécessité, l'urgence d'avoir la réforme de la loi électorale, d'avoir la réforme de la CENI.
J'avais à le dire. Il est vrai, la Constitution elle est claire. Dès lors que vous appartenez à la Commission électorale nationale indépendante, vous cessez d'appartenir à votre obédience politique. Théoriquement, nous disons oui. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans ces pays, dans la pratique? Lorsque quelqu'un t'envoie à la CENI, au nom de telles composantes politiques, avant de prendre une décision là-bas, il faudrait d'abord qu'il y ait un coup de fil pour que l'autorité morale puisse donner le cutis. Au Congo, nous sommes spécialistes à fabriquer des vocabulaires. Vous allez circuler dans les différents textes. Vous allez lire les différents textes de notre pays. Vous ne trouverez nulle part où on parle de l'autorité morale. Mais au Congo, on a inventé aussi ces postes-là, toujours dans le sens de pérenniser le pouvoir concentré entre les mains des groupes des individus. Donc, ce qui veut dire nous que disons tout est possible aujourd'hui, quand même. la réforme était devenue une nécessité. Voilà pourquoi à l'époque, nous on avait pris position à dire au président de l'Assemblée nationale qu'il ne faudrait pas demander aux religieux d'envoyer déjà les noms des gens avant qu'il y ait la réforme. Il faudrait d'abord qu'il y ait la réforme et la nomination des animateurs allait intervenir après. Maintenant, lorsque vous prenez ce qui nous a été présenté, et là, moi, j'ai rejoint la position de l'Église protestante au Congo, qui a dit qu'on a tendance déjà à favoriser un camp politique, alors que la CENI devrait être le socle de créer un climat de confiance entre les acteurs politiques et entre la population vis-à-vis de ceux qui seront appelés demain de prendre le destin du pays en termes de gestion. Donc, que la CENI qu'on aura cette fois-ci, il faudrait réellement que ce soit des hommes intègres. Il est vrai, on n'invente pas la roue. Ce sont les Congolais qu'on va toujours retrouver diriger cette structure-là, mais il faudrait quelque part que ce soit des Congolais qui ont une moralité irréprochable. Au-delà de l'aspect scientifique, au-delà de la connaissance, parce qu'au Congo, nous l'avions bien dit ici, le problème n'est pas de diplôme, le problème n'est pas de texte, mais c'est d'abord l'homme qui devrait être au centre de l'action bénéfique pour l'intérêt du pays. Voilà pourquoi je félicite ce courant qui venait de naître, qui est mon parti, qui voudrait faire la politique autrement en misant plus sur la moralité et l'éthique. Tant que l'homme congolais vivra dans une moralité zéro qui ne permet pas à ce que le pays soit bénéficiaire de l'action de l'homme, nous n'irons pas loin. Donc le premier travail, je crois, par rapport à ceux qui seront nommés là-bas, il faudrait que ce soit des gens réellement intègres et qui vont se dire que nous sommes amenés à ce poste-là juste pour répondre au bien-être de la population. Les élections qu'on aura cette fois-ci soient des élections réellement crédibles. Parce que la fraude a élu domicile au Congo, qui fait qu'à un certain moment, il y a un climat de méfiance entre les acteurs politiques. Mais comment allons-nous procéder pour savoir que telle personne qui est candidat ou qui a postulé à l'échéance présidentielle doit être intègre? Dites-moi, comment on doit procéder? Parce que tel que vous êtes là, on dit toujours l'apparence est trompeuse. Non, madame. Me faire une idée par rapport à vous en disant que vous êtes intègre. La question de la moralité et la question d'être intègre, ce n'est pas une question qui s'analyse par un coup de bateau magique. Justement. Nous savons, chacun a un parcours. Oui. Il y a des historiens dans ce pays. Il y a des chercheurs dans ce pays. Et que lorsque vous décidez d'aller dans la course présidentielle, il faudrait que d'abord la commission électorale indépendante, parce que c'est elle qui décide sur la validité ou non de la candidature de quelqu'un, puisse faire un recul de votre parcours, comment vous aviez grandi, quelles sont les différentes fonctions que vous aviez occupées, quel est votre parcours, et à partir de là, on saura... Non, c'est un travail de longue haleine quand même. Écoute madame, ce n'est pas un travail qui peut nous demander beaucoup d'efforts. Prenons seulement le cas de Tchani. Nous sommes en 2018, Noël Tchani est candidat président de la République. Mais comme chez nous, on n'a jamais privilégié l'aspect éthique, on a laissé ce monsieur-là postuler pour la présidence de la République. Alors que déjà au niveau de l'organisation familiale, il y avait un désordre. Voilà pourquoi il sera important cette fois-ci qu'on puisse faire l'étude de chaque candidat, depuis sa naissance, son évolution, comment il vit d'abord dans son foyer. Vous ne pouvez pas prétendre diriger un grand pays comme la RDC, alors que vous-même vous vivez en désordre. Votre famille, vous ne parvenez pas à bien gérer la famille. Comment vous allez gérer maintenant la grande famille qui est la RDC? En tout cas, je voudrais bien voir ça. Reste une question primordiale que la CENI devrait s'approprier
d'étudier la candidature de chacun qui se présentera comme candidat président de la République, sa naissance, son évolution, son parcours, jusqu'à ce qu'il dépose. Même quand il y a 1000, 1200. Madame Myriam, dites-nous, la proposition de Lutundoula. Autant de candidats qu'il y en aura, madame, c'est le travail de la CENI. Donc, qui était sur chacun des candidats. Moi, je crois qu'on doit tenir compte parce qu'aujourd'hui, nous avions vu les années par rapport aux élections passées, on a tous compris que la CENI était politisée. Oui. Vous voyez, la CENI était politisée. Il est important lorsque quelqu'un qui est mandaté, même si vous aviez été mandaté par rapport à une obédience, mais quand vous arrivez à la CENI, on parle de la Commission nationale électorale indépendante. Ça veut dire que la CENI doit jouir de cette indépendance. La CENI ne doit pas être influencée ou bien influençable. Les membres qui régissent au fait la CENI doivent être des gens qui sont indépendants de trancher, indépendants de travailler. Vous ne pouvez pas, comme vient de le dire, maître, avant de prendre une décision, vous devez vous référer à votre autorité morale. Vous devez vous référer, au fait, à la personne ou bien à votre parti qui vous a mandaté. Non. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce que nous ne voulons plus aujourd'hui, madame. Moi, je crois que par rapport à cette réforme, ça permettra aujourd'hui à la CENI de jouir de toute indépendance, d'être, en tout cas, de ne plus dépendre des partis. Aujourd'hui, que la CENI soit directement de la société civile, vous voyez, parce qu'il est important dans ces pays, nous ne pouvons plus continuer, madame, parce que, prenons l'exemple, il y a les gens, on a vu à l'époque de Nanga, il y a eu des gens de l'UMC, il y a eu des gens de MNC, on a vu ce qui se passait au fait à la CENI. Il y avait des désaccords terribles, pourquoi? Parce que tout le monde voulait prendre parti de son camp. Or, ça, c'est ce qui ne doit pas être fait. Donc, les gens qui vont constituer le nouveau bureau de la CENI, c'est des gens qui doivent marcher d'un même pas. C'est des gens qui doivent avoir un même langage. Parce que nous ne devons pas travailler ils ne doivent pas travailler pour faire passer, au fait, les gens, comme on dit, aller faire de fraude. Non, ils doivent travailler en toute légitimité pour l'État congolais, pour donner aux Congolais des élections crédibles. Mais la question que l'opinion congolaise se pose, pourquoi seulement la loi Lutundoula qui est votée et non celle proposée par Martin Fayulu? Écoutez, s'il y a eu de très bonnes propositions, moi je crois qu'aujourd'hui, le problème avec nous les Congolais, aujourd'hui, on veut ramener des polémiques partout, même là où il n'y en a pas. Vous voyez? Parce qu'on veut aujourd'hui faire croire, comme M. Fayulu n'est pas d'accord avec ce qui se passe maintenant, on est en train de réfuter ou bien on est en train de boycotter ce que peut proposer M. Fayulu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais malheureusement, cette loi Lutundoula de la maître. Et puis, madame, il faut ajouter, parce que je vous ai suivi tout à l'heure parler de Martin Fayulu, les lois ne sont pas votées dans les conférences de presse. Il faudrait d'abord se fixer par rapport à ça. Ce sont des députés qui ont cette mission officielle de légiférer. Et Lutundoula était député national avant d'être ministre des Affaires étrangères. C'est dans ce cadre-là qu'il a eu à déposer au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui a été dit par Martin Fayulu était faux. Il y avait aussi des choses fondamentales. Par exemple, le problème des seuils, qui était une mesure discriminatoire et nous avions à dénoncer ça. Dans les propositions qui ont été données aussi par Martin Fayulu, il y a un problème de suppléants. Les Congo nous a habitués à une bourgeoisie familiale au détriment de la volonté populaire, où vous avez papa candidat, le premier suppléant c'est soit son enfant, deuxième suppléant c'est soit sa femme, soit son troisième bureau comme on a l'habitude de dire, et cela a créé un désordre. C'est comme si le parti était créé pour l'intérêt d'un groupe familial. Donc ce sont des choses qui ont été dites par Martin Fayulu que l'homme politique aussi devrait s'approprier et considérer. Et je crois
tout ce qui a été retenu, il n'y a pas que seulement parce qu'il y a des amendements qui ont été faits au niveau du Parlement. Et je crois si c'est appelé loi Lutundula, c'est dans le cadre des dépositaires de la proposition en question. Donc, il ne faudrait pas laisser les gens dans cette confusion qu'on a considéré seulement ce qui a été donné par Lutundula. Par contre, on a eu à rejeter ce qui était dit par Martin Fayulu. Non, ce sont des mots. Les lois ne sont pas votées. L'opinion. Alors, c'est à nous maintenant de les éclairer. C'est ça la responsabilité de nous qui sommes communicateurs. C'est ça la responsabilité des médias. Dire que Martin Fayulu, il est vrai, il a été élu député national, au-delà d'être candidat président de la République, il était en 2018, mais il n'a jamais siégé. Il n'a jamais siégé et que les lois sont faites que par les représentants du peuple et Lutundula était représentant du peuple. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui était dit par Martin Fayulu était faux. Donc il y a des choses qui étaient fondées et je crois nos élus ont eu à prendre en compte certaines réflexions fondées et je crois c'est ça. Mais il faudrait placer aussi un mot, j'ai bien suivi madame ce qu'elle a dit ici. Cette fois-ci, nous revenons d'abord à nos religieux. Il faudrait que cette fois-ci, nous puissions avoir des gens qui sont réellement mandatés par ces pères pour éviter ce qu'on a connu la période de Rossar Malonda. Vous savez, moi j'ai eu à défiler dans plusieurs médias pour dire que Malonda était aussi victime d'une mauvaise communication, victime des antagonismes entre nos religieux, où chacun venait déjà avec son candidat dans la poche. Et là, nous mettons en alerte nos pères spirituels. Cette fois-ci, il ne faudrait pas que vous ayez des candidats qui sont téléguidés ou bien télécommandés ou en téléchargement par des volontés politiciennes. Nous savons qu'il y a certains politiciens des fois qui se cachent derrière les églises, qui se cachent derrière les hommes de Dieu pour faire passer leurs candidats. On aimerait avoir cette fois-ci celui qui sera à la tête de la CENI, comme il proviendra de la société civile. Et la société civile ici, nous voyons les religieux, nous voyons les confessions religieuses, toutes les tendances, parce que nous sommes dans un état laïque. Il faudrait qu'on nous évite de vivre ce qu'on a vécu pendant la période de Malonda et que ce soit quelqu'un qui est accepté par tous et qui répondra devant le peuple congolais et qui sera aussi responsable vis-à-vis de sa propre conscience pour faire le bien et abandonner le mal. D'accord, la moralité toujours. Ok, voilà. Allez-y. Madame Marlène, j'espère que vous allez me laisser un peu de temps pour ramasser un peu le tout. D'accord. Vous savez, parce que j'ai à peine récolté assez d'éléments pendant qu'ils étaient en train de parler. Madame Marlène, vous devez comprendre que j'avais dit ça dans une des émissions que je passais. J'avais dit ceci. J'avais fait lancer un appel au président de la République. Tu dois prendre, comme le président prône l'état des droits, il veut qu'il soit quand même reconnu quelqu'un qui ramène de nouveautés dans ce qui concerne les droits dans ce pays. Il devait prendre la question de la CENI au sérieux. Il devait en prendre, s'approprier d'abord. Essayer de réunir tous les partis. Parce que je vous dis, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, même si on prenait Jésus, on le mettait à la tête de la CENI, après les élections, il y aura contestation. Là, je vous le rassure. Madame, la question de la CENI, il faut d'abord savoir faire comprendre aux Congolais que la CENI fait partie des institutions de l'appui à la démocratie. Alors, s'il n'y a pas de la démocratie dans la CENI, c'est donc que ce n'est plus la CENI. Ça, c'est autre chose. Vous avez vu les élections de 2018, les gens qui ont commencé à crier sur le fraude. Il y a des gens qui étaient disqualifiés, réqualifiés. Ouais, donc ça a émaillé des violences. Il y a eu des violences, on a dit n'importe quoi. Oui, oui. C'est parce que ce sont des lois qui sont taillées mais sur mesure. Aujourd'hui, la proposition de loi du président Martin Fayulu, le président de la CENI, de décider. Moi, j'ai eu le temps d'étudier cette loi, j'ai eu le temps de regarder, de lire la réforme qui est proposée Martin Fayulu et Adolphe Muzito dans le compte de la Mouka. Mais moi, je me demandais pourquoi pas, à un moment, Martin Fayulu revenir à l'amour patriotique, aller concerter les autres, se mettre ensemble pour quelque chose que nous voulons tous. Pourquoi pas Martin Fayulu avait fait ça? Il a fait pour sa tête. Et aujourd'hui, le peuple congolais va en subir. Parce que quand ça va passer par le législateur,
à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous on va faire après? On va crier comme d'habitude, mais comme le Congolais on le fait souvent, on descend sur terrain, on descend dans des rues, après un moment on oublie, ça passe et la loi continue, on va revenir encore sur les mêmes choses en 2023, si on aura bien sûr les élections en 2023. Parce que on va commencer la loi de toutes les façons, malgré qu'elle pas des élections en 2023, il y en aura. Non, j'ai dit les mandats de 5 ans renouvelables, si il y en aura, des élections. Parce que vous devez comprendre que M. Joseph Kabila nous a laissé un devoir à domicile, organiser les élections avec nos propres moyens, sans pour autant voir le moyen des Occidentaux, c'est un devoir. Et déjà on pleure qu'il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, on espère qu'en 2023 il y aura quelque chose où on aura encore l'appui des Occidentaux. Par là je vais revenir sur Madame Myriam qui a parlé, le membre de la CENI, de donner la CENI à la société civile. Quelle société civile? Quelle société civile aujourd'hui? Vous voyez la société civile, madame, qui est la ministre actuelle de Culture et Arts, qui était président de la société civile. Aujourd'hui, il fait partie membre de l'INC. De toutes les façons, on va revenir. Non, je vais continuer, madame. Laissez-moi continuer. De toutes les façons, nous allons revenir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il fait partie maintenant des... Il y a la société civile qui sont tendancieux aujourd'hui. Moi, je ne fais plus confiance à la société civile. Mais vous parlez, monsieur Jean... Kapiamba ici. Donc ça fait partie du non-respect de la Constitution. Non, je reviens, madame. Oui. Kapiamba qui était membre qui est jusqu'aujourd'hui de la société civile, il a parlé des histoires de Vital Kamerhe qui aujourd'hui est en prison sur les maisons préfabriquées. Le dossier était l'échange des 100 jours, dénoncé, caméra détournée. Mais la suite, est-ce qu'il suit maintenant ce dossier? Non. Il était de la société civile, on a empoisonné le juge Yanni. La société civile fait enfant quoi aujourd'hui? On en parle? Non. On est dans... De toutes les façons, il y a encore des gens crédibles quand même dans la société civile. Qui de la société civile? Il y a des gens, moi, madame, je n'aurais pas cité les noms des gens ici. Il y a des gens qui sont frustrés aujourd'hui de la société civile parce qu'ils n'ont pas été cités dans la liste dans ce gouvernement Samalou Kondé. Il y a des gens qui sont frustrés aujourd'hui, ils ne veulent même plus répondre à nos appels. Quand même, hein. Moi, je vous Tout le monde voulait aller à la mangeoire. Mais oui, mais la société civile ne fait pas partie du pouvoir. C'est ça là où ça cause problème aujourd'hui. On va mettre qui de la société civile dans la CENI? Moi, je me disais, si on réunissait la loi de M. Martin Fayulu, c'était très bien de donner la CENI à la société civile. Oui, c'est bien. Et aux confessions religieuses. Aux confessions religieuses. Mais qui on doit donner aujourd'hui? Vous voyez le confesseur religieux tendancieux, on a vu ça pendant la publication des élections, la 5 ans qui était devenue tendancieuse plutôt. Vous entrez dans un domaine vraiment je vous dis, de ce côté-là. Madame, je vous dis, aujourd'hui nous avons un sérieux problème je vais chuter par là. Nous avons un sérieux problème sur la composition de la CENI. Le problème de la CENI, c'est un problème, on doit concerter tous les partis. Concerter les partis. Peut appeler les gens de FCC, la Mouka, tous les dés, la Mouka, voir aussi ceux-là de la société civile, voir les religieux, se réunir autour d'une table, que chacun ramène ses propositions et de là, on peut ressortir des propositions. Non, mais c'est un peu comme ce qu'a fait les chefs de l'État. Il a fait table rase, il a invité tout le monde. Non, là c'était pour son union sacrée. Ça c'était pour ton union sacrée. Non, mais c'est pour que tout le monde participe au développement du pays. Non, nous parlons de la CENI. Vous voyez, il y a... Comme vous voyez, même maître là, si vous demandez de faire la proposition de réforme, il en fera. Il en a d'ailleurs. Pour lui, il en a. C'est comme ça. Seulement, il ne l'a pas brandi en tout cas. Oui, seulement, peut-être il ne veut pas aussi la brandir. Mais c'est ça le problème. On a deux Congolais qui ont des propositions, mais qui se renferment. C'est pourquoi je lance encore cet appel au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, de réunir autour de sa table toutes les parties, afin que chaque personne propose ses réformes à lui et que chaque parti propose ses réformes à lui et là on peut aller à voter par loi. Non, mais grâce, si on invite tout le monde à proposer sa loi, je ne sais pas si les élections auront lieu en 2023. Non, ce n'est pas une question, le maître a dit, ce n'est pas une question de temps, on n'a pas une question de temps. D'accord, merci beaucoup Grâce. Le problème est que la volonté, s'il y a la volonté, la volonté, il y en a en tout cas, on en voit de preuves quand même partout. Maître, nous allons parler du non-respect de la Constitution par le membre du gouvernement. Et là, vous voyez, je donne des cas de Puisse Mobilou qui continue à être, il est en même temps au gouvernement, en même temps il reste président de son parti politique. Madame, lorsque vous prenez l'article 96, non, c'est plutôt l'article 95 qui stipule. Oui. C'est à partir de l'article 96, article 97. L'article 96 parle du président de la République et d'autres incompatibilités, d'autres fonctions qu'il ne peut pas exercer lorsqu'il est président de la République.
Et l'article 97, tu parles de membres du gouvernement qui ne peuvent pas exercer d'autres fonctions électives ou bien d'autres responsabilités à la tête de leur parti politique ou bien de leur regroupement. Au Congo, je venais de le dire, le problème n'est pas le texte. Les textes ont déjà tout prévu. Mais l'applicabilité, et nous revenons encore à l'aspect éthique, parce que vous venez de citer un cas typique ici de monsieur Mwabilwa. Non, mais il faut dire qu'il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Aussi Mwabilwa, ministre de son État, député depuis la période de la transition, est-ce qu'il n'a pas le contenu et le sens des deux articles qu'on venait de citer ici? Il en a. Mais qu'est-ce qu'il en fait dans l'application? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un homme nouveau. Et je crois que c'est là où j'attire l'attention du président de la République. N'oublions pas que notre exécutif, il est bicaméral, où le président de la République aussi fait partie du gouvernement. Et qu'il devrait cette fois-ci, parce que nous sommes dans le contexte de l'état de droit. Et l'état de droit, pour qu'il soit respecté, il faudrait d'abord ceux qui sont à la tête du pays puissent servir de modèle. Vous ne pouvez pas être un bon père à la maison et que vous demandez à votre enfant d'entrer dormir à 20 h et que vous-même vous revenez à la maison chaque jour à 2 h du matin. Sinon, vous ne servez pas d'exemple. Vous ne pouvez pas demander au peuple congolais d'être respectueux de nos textes pendant que vous-même, dans l'exercice de vos fonctions, vous ne faites que violer les textes. Donc, il faudrait que le membre du gouvernement soit exemplaire, d'abandonner totalement le parti politique. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Lorsque vous accédez à un poste ministériel, vous devez vous débarrasser de la direction du parti politique que vous allez confier à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, comme je venais de le dire ici, pour échapper à la vigilance de la loi, on a créé cette forme de mythe qu'on appelle autorité morale. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous voyons au Congo? Vous cédez la présidence, mais vous restez avec la casquette de l'autorité morale, de manière à ce qu'aucune décision ne soit prise sans que votre accord soit donné. Donc ce sont des choses que nous ne pouvons que condamner. Si réellement nous voulons être démocrates en RDC, si réellement nous voulons vivre les slogans de l'état de droit, malgré qu'à un certain moment nous fustigeons le peuple d'abord sans le peuple, parce que nous savons aujourd'hui le peuple congolais est en train de traverser une misère diabolique et satanique, où vous vous demandez est-ce que réellement dans ce pays on peut espérer un jour de vivre mieux. Mais nous restons accrochés à la vision. Si vous, on vous mettait à la tête de ces pays, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que diriger ce pays n'est pas un mythe. C'est d'abord une question de volonté. Et il ne faudrait pas se limiter par la volonté, il ne faudrait pas se limiter par des déclarations, bien des promesses. Il faudrait faire marier cette volonté-là à la réalité pratique, au vécu quotidien. C'est là où j'ai dit, nous prenons par exemple nos entreprises publiques. Nous savons que le socle du développement d'un pays réside entre les mains des entreprises qui doivent créer de l'emploi, qui doivent créer des richesses, ainsi qu'une bonne administration, parce qu'on a connu certains pays qui étaient dans des crises politiques, mais avec une administration forte, les choses ont marché. Mais aujourd'hui, avons réellement des entreprises qui sont au service de la nation, ou bien ce sont des entreprises pour l'enrichissement illicite d'une classe politique. C'est là où nous disons que le plus grand problème au Congo, c'est d'abord l'homme. Voilà pourquoi je parle de la purification intégrale. Il faudrait qu'il y ait un homme nouveau dans le sens de la gestion du pays. Pas un homme qui viendra là pour enrichir un cas. Et si aujourd'hui vous comptabilisez les différents dirigeants, les différentes personnalités qui occupent des postes dans notre pays, au lieu d'investir au pays, la première des choses pour eux, c'est d'aller investir en dehors du pays. Et tout ça, on pille le pays et on va enrichir d'autres pays. Alors, donc ce sont des questions qu'on devrait s'approprier pour que les Congos puissent espérer réellement à un bien-être demain. D'accord. Merci Madame Myriam. Le non-respect de la Constitution. Écoutez Marlène, moi je crois que c'est très important. Le problème du Congo, au fait, c'est un homme nouveau. Quand on parle d'un homme nouveau, ça veut dire ne pas prendre une nouvelle personne qui n'a jamais dirigé. On parle du mental, au fait. On parle du mental de gens qui vont penser autrement que ceux-là. On a vu ceux-là qui ont pensé
pour le bien-être. Moi, je trouve que c'est bien beau de dire tout ce que nous disons, mais quand on accède à ces postes-là, tout change apparemment. Écoutez, le problème, c'est le changement de mentalité. Vous savez, madame, le jour où on aura, quand on parle de vrais patriotes, quand tout le monde veut se dire « je suis patriote, je suis patriote », mais si on va demander à tout un chacun, être patriote, est-ce que vous pensez d'abord aux autres Congolais qui sont dans les fonds à Massina avant de penser à votre femme et à votre enfant? C'est non. Alors, vous n'allez pas vous dire patriote tant qu'on vous donne un poste de responsabilité. Vous commencez d'abord à penser à votre ventre. Comment vous vous dites que c'est mon tour, c'est à moi et à ma famille et à mes bureaux d'en profiter de l'argent de la République. Non, moi je crois que quand on vous donne, vous accédez à un poste, je crois qu'il faut d'abord laisser, c'est que vous étiez président, vous étiez membre fondateur, vous étiez président fondateur, vous laissez, vous allez travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, je crois qu'en ce stade où nous en sommes, nous voulons des gens qui sont capables de réfléchir sur l'intérêt des gens qui sont à Kitokimos. Vous voyez ? Ce n'est pas un miracle de changer ces pays. Ce n'est pas un miracle. C'est juste question de volonté. On parle d'un homme nouveau. On veut une nouvelle classe sociale. On veut une nouvelle classe politique. Des gens qui vont penser à la RDC. Vous savez, moi, quand j'ai dit, j'ai toujours dit cela, si vraiment, comme tout le monde prône RDC, la RDC, c'est ma patrie. Vous savez, quand on parle, on appelle une patrie. Un Libanais aujourd'hui peut dire, le Congo, c'est mon pays. Oui, parce qu'il est ici au Congo, il exerce, le Congo lui donne le moyen de vivre. Mais quand on se définit comme étant de cette patrie, quand on se définit comme la RDC, ma patrie mère, c'est cette terre qui t'a donné la vie, c'est cette terre qui t'a vu naître. Ça veut dire qu'il y a un devoir envers cette patrie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'homme congolais, ceux-là qui sont en train de nous diriger, on peut dire aujourd'hui qu'ils ont ces soucis de la patrie? Je ne pense pas. On parle d'un homme nouveau, ça veut dire que nous devons avoir à la tête de ces pays, à partir de la magistrature suprême jusqu'au poste ministériel, même les députés qui vont à l'Assemblée nationale. On en voit aujourd'hui, tout le monde parle de la base. Mais n'est-ce pas que c'est ce que fait M. Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, quand même? Moi, j'encourage ce que fait le président. C'est un homme nouveau, n'est-ce pas? J'encourage. Il y a Kabila qui a dirigé, il est parti, on a réclamé un homme nouveau, on a réclamé quelqu'un qui est congolais, Félix Tshisekedi. Moi, j'encourage. Je vois en fait les efforts que fournissent le président de la République. Mais on doit aussi voir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'à partir de Félix Tshisekedi, le pays est en train d'aller sur de nouveaux rails. Ça veut dire qu'à partir du président Félix, jusqu'à ceux-là qui vont venir après, on doit penser maintenant comment faire développer ce pays. C'est ça, parce qu'il n'a même pas encore consommé 5 ans. Le président de la République, c'est vrai qu'il a trouvé un pays, comme on dit, Canard-Water. C'est quelqu'un, comme on dit, il est venu, il a acheté une parcelle. On s'est dit, il a acheté une parcelle, dans cette parcelle, il a trouvé des locataires. Vous voyez? Mais les locataires brandissent des contrats qui ont été signés par l'ancien propriétaire disant que j'ai déjà pris les loyers, par exemple, de 10 ans. Donc ces locataires-là doivent rester dans cette parcelle-là pendant 10 ans et le nouveau propriétaire ne sait quoi faire. Vous voyez? Donc le président Félix est venu, il a trouvé un pays où il y avait déjà beaucoup de problèmes. Okay. Moi, je suis d'accord avec sa volonté de changer. Mais cela ne suffit pas seulement. On voit aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles par rapport à ceux-là qui entoure le président de la République. C'est ce que nous avons décrié avec le président, l'ancien président Joseph Kabila, lui-même qui a dit, si je trouvais même 15 personnes, vous voyez, ça veut dire quoi? Donc ça revient au même, alors ça revient au même, et tous ces gens-là qui ont dirigé avec Mobutu, ils reviennent avec Kabila, donc c'est la même chose alors. À ce stade où nous en sommes, madame, les gens doivent arrêter de penser à eux, ils doivent penser congolais. Nous sommes en train de souffrir. Le peuple est en train de souffrir. Le Congo n'appartient pas à une seule classe politique. Nous ne sommes pas venus laisser ces gens qui autrefois étaient dans les FCC, aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. Non, nous ne sommes pas venus les laisser, le voir comment ils sont en train de profiter. D'accord, messieurs, merci beaucoup Madame Myriam. Des intérêts de la population. Nous vous aurons prochainement. Nous avons besoin d'un homme nouveau, en tout cas, la mentalité des Congolais doit changer. Ton point de vue? Sur la question... Oui.
Je vais d'abord commencer par... excusez-moi, je parle en dernier, je dois toujours commencer par... D'accord, allez-y. Je vais revenir un peu, avant de répondre à la question, je vais revenir un peu sur la question concernant les entreprises publiques. Vous savez, c'est une question très sensible. Moi, j'ai été étonné d'apprendre de vérité qu'on nous cache dans ce pays sur la question des entreprises publiques. Aujourd'hui, nous venons de voir monsieur l'inspecteur général, que je salue avec beaucoup de respect, qui fait un bon travail, un travail de titan, mais il doit aussi se mettre à jour par rapport à plusieurs questions. Vous savez, les entreprises publiques aujourd'hui, ce ne sont plus des entreprises de l'État. Cela a changé, ça fait déjà un moment. Les entreprises publiques que vous voyez, la SNEL, la Régie des eaux, SFL, Onatra, plusieurs des entreprises publiques, Congo Airways, ne sont plus des entreprises publiques, ce sont des entreprises commerciales. Et l'État est l'actionnaire. Majoritaire. Il est d'ailleurs le seul actionnaire. C'est ce qui bloque aujourd'hui même le développement de notre pays. Parce que si on ouvrait le champ pour d'autres actionnaires, ça va permettre à ce que nos entreprises, que nous appelons les entreprises publiques, puissent aller de l'avant. Mais il y a des préalables que notre gouvernement ne veut pas. C'est pourquoi je lance encore, je réveille le président de la République. Il y a de ces conseils qui sont avec vous. Oui, il y a de ces conseils qui sont avec vous. Connaissez-la et il sait comment on peut faire pour que cela change. Donc il faut que d'ailleurs dans les entreprises commerciales, il y a des auditeurs de l'entreprise qui doivent auditer l'entreprise et donner un rapport à l'extérieur. Ce n'est pas à l'IGF d'aller enquêter sur ça. D'accord, je vais répondre maintenant sur la question que tu as posée, madame. Vous savez, dans ce pays, maître vient de le dire, qu'on a un problème d'hommes, ce n'est pas un problème de texte. Même ce que M. Noël Tiani a ajouté, même si on mettait ça aujourd'hui, on a un problème d'hommes, on n'a pas un problème de texte. Madame, comment vous pouvez imaginer? Vous êtes ministre, vous partez dans un cabinet d'un ministre, vous trouvez le membre de sa famille et le membre de son parti plutôt. Et vous voulez que quelqu'un comme ça pense à vous, pense à la population? Mais non, madame. On ne respecte pas l'article 95 de notre Constitution qui demande à ce que le membre du gouvernement n'ait pas part. Ils sont incompatibles avec les occupations de son parti politique. Exactement, oui. Mais aujourd'hui, nous voyons, ils sont nombreux. Il y a des Poussoumabules qui sont là jusqu'aujourd'hui. Il y a de ceux-là, Madame Eva Zaïba également. Eva Zaïba. Ils sont là, ils occupent le poste dans leur parti politique. Mais moi, je me demande, jusqu'à quand nous allons continuer avec de telles personnes? On parle de déboulonnement du système. L'état de droit que prend le président de la République, c'est le respect des textes. Si on n'arrive plus à respecter les textes, c'est qu'on n'est plus dans l'état de droit. Non, je ne sais plus dans quel état nous sommes. Donc le président, si on doit respecter l'état des droits, ça doit commencer par la tête. De toutes les façons, on doit lui laisser, on commence par le couvre-feu. Non, attendez madame. D'abord l'état de siège qui était décrété, c'était en violation de la loi, en violation de notre loi. Et quand vous revenez avec le respect des couvre-feu, nous allons revenir. On parle du respect des textes, madame. Là-bas, on parle du respect des textes. Le couvre-feu, le président lui-même n'a pas respecté le respect des textes, le couvre-feu. Quand vous descendez, il y en a combien? Ils sont là-bas, Goma. Nous y reviendrons prochainement. Merci beaucoup, Grâce. Merci en tout cas, Grâce. Je vais citer. C'est déjà la fin. Je vais citer. Je vais citer avec la question que madame Myriam venait de parler, que le président a trouvé le pays comme il est aujourd'hui. Non, on n'hérite pas un pays. C'est ça la cause de notre... On nous permet de faire la campagne. Quand on fait les campagnes, c'est pour changer. Quand on cherche à gagner les élections, c'est pour changer ce qui était avant. Mais quand vous n'arrivez pas, il ne faut pas venir plaider que non, on a trouvé ces pays comme ça. Non, mais c'est vrai, il a trouvé les pays dans un état chaotique. Mais il doit changer. Il faut lui laisser le temps quand même, bien, s'il vous plaît. Il ne faut pas être trop sévère. Pour un grand pays comme la RDC, 5 ans, c'est peu de temps pour changer les choses. Vous voyez? Voilà, mesdames, s'il vous plaît, madame, monsieur. Nous ne cherchons pas à changer le temps, nous cherchons à marquer le temps. Vraiment, c'est vraiment la fin. Merci en tout cas. S'il vous plaît. Madame, il faut se dire musée pour qu'il paye. Les gens n'avaient pas attendu des ans. Pour qu'ils puissent... C'est pas possible. S'il vous plaît, je veux... On est à la fin. Vous le savez très bien. Mouzé nous a laissé marcher dans la liberté, pas même 2 ans. Mouzé, quand il est arrivé, Mouzé allait avoir l'argent chez leur madame. D'accord, nous allons vous accorder un mot de la fin. Madame Myriam. Madame Myriam. Madame Myriam.
S'il vous plaît. Il y a ce problème. Oui, merci beaucoup. Maître, je vous donne un mot de la fin pour qu'on se sépare. Merci beaucoup, madame. Un mot de la fin. Merci beaucoup. Comme mot de la fin, nous aimerions dire au président de la République qu'il a la grande charge de l'État congolais et que l'espoir des Congolais aujourd'hui est entre ses mains. Il faudrait qu'il y ait des décisions courageuses qui vont aller dans le sens du bien-être du Congo. Pour la situation de l'Est, je venais de le dire, il faudrait que les gouverneurs militaires qui ont été envoyés là-bas ne soient pas les distributeurs de dons, mais plutôt les acteurs au front pour terminer la guerre à l'Est. Pour ce qui concerne la troisième vague de Covid, il ne faudrait pas qu'on puisse nous mettre dans une situation de traumatisme psychologique sanitaire. Il faudrait que cette fois-ci, qu'on puisse prendre des mesures qui vont rassurer la population, tout en les interpellant d'abord comme autorités, que les autorités soient les premières personnes à respecter leurs propres décisions et elles serviront d'exemple pour le petit peuple. Merci beaucoup. Brièvement, Madame Myriam, mot de la fin. Parce que je sais que on a mis l'eau dans la bouche d'un corps. Écoutez, nous sommes déjà à la fin, donc je dirais, c'est une interpellation. En fait, vous savez, quand nous passons sur des émissions à débat comme ça, c'est pas pour que la population, bien les gens nous voient comment nous sommes en train de parler, ou si on parle bien ou mal, mais c'est une interpellation parce que par exemple nous autres, nous sommes comme on dit la voix des sans-voix. Au fait, nous savons ramener tout haut ce qui s'est dit bas. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Monsieur le Président de la République et tous les membres du gouvernement. Je crois aujourd'hui on a appelé le gouvernement Samba, le gouvernement de Warriors. Ça veut dire que quand vous prenez ce nom-là, Warriors, ça veut dire que des gens qui font des exploits. Je crois que ce que la population attend réellement de ces gouvernements, c'est les exploits. Le peuple est en train de souffrir. Moi, j'en fais partie. Nous sommes en train de souffrir. Nous voulons aujourd'hui que l'on puisse laisser d'abord comment on va rouler dans le Hyundai à 55 000 $ et de se soucier d'abord de cette population aujourd'hui même où un pain de 200 francs ne peut même pas aujourd'hui suffire dans le ventre d'un bébé de 2 ans. Vous voyez, donc on doit réfléchir sur la population parce que c'est ce peuple-là qui vous a donné mandat, Monsieur le Président, c'est ce peuple-là qui a foi en vous, qui croit en vous. Merci beaucoup. Merci. On le dit avec ces dépensements, c'est... Merci. Ça fait très mal de voir aujourd'hui... Oui, merci madame pour m'avoir accordé ce mot de la fin. D'abord je vous remercie, je remercie tous mes co-débatteurs connectés. Je suis vraiment ravi de partager ces plateaux avec eux. Et un message que je peux lancer à la population, que de rester calme, de regarder et de compter, de soutenir notre chef de l'État. Et puis le chef de l'État, vous devez comprendre que ce pays c'est un grand pays. La RDC c'est pas seulement Kinshasa, est du pays un peu de Katanga, non. Il faut aller aussi Équateur, voir aussi Maïndombe, voir aussi le Maniema, il faut voir aussi d'autres provinces de chef de l'État parce qu'on n'hérite pas les désordres de l'autre, mais on vient pour changer. Monsieur le Président José Merci, avait raison pour changer ces pays. Et nous croyons que vous, dans 5 ans, vous pouvez changer ces pays. Merci en tout cas. Je vous remercie, maître. C'est moi qui vous remercie. Merci Madame Myriam. Merci également à Grassilier. Merci également à tous nos chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission en tout cas. Et c'était un débat houlé, comme on l'a dit. Et nous allons vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien en tout cas.